Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle table ronde des mercredis de la supply chain. L'immobilier logistique n'a pas toujours bonne presse auprès de certaines collectivités ou certaines associations et pourtant nous allons voir que l'immobilier logistique est parfois en avance même par rapport à d'autres secteurs de l'immobilier dans le domaine de la RSE. Pour en parler, une table ronde 100% féminine, c'est quelque chose, je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on organise dans le cadre des mercredis de la supply chain une table ronde représentée uniquement par des intervenantes femmes, donc qui vont nous parler de l'immobilier logistique face aux défis environnementaux. Pour parler de ce sujet, donc, je vais leur demander de bien vouloir se présenter. Pour commencer, Asna, bonjour. Bonjour. Asna Berkiaguez, je suis directrice RSE de Barjane. Barjane est un groupe immobilier spécialisé en immobilier logistique et industriel. On a plusieurs métiers. On est aménageur de parcs d'activités, développeur de bâtiments, gestionnaire de bâtiments qu'on garde en patrimoine et producteur d'énergie photovoltaïque depuis 2010. On est une société à mission labellisée Bicorp et on développe près de 800 000 m² en France et en Angleterre, équipés de centrales photovoltaïques. Voilà, tout un tas de bâtiments certifiés, on en reparlera tout à l'heure. Céline, bonjour. Bonjour à tous. Donc Céline Fontana, moi je suis la responsable du pôle bâtiment durable de GSE. Donc GSE est contractant global en immobilier d'entreprise. Donc on conçoit et on construit des bâtiments d'immobilier d'entreprise, donc logistique, industriel, bureaux, parcs d'activité, data center, parking, etc. en construction neuve ou en rénovation. Et on est également aussi société à mission avec des enjeux forts au niveau environnementaux dont on va reparler. Merci. Stéphanie, bonjour. Bonjour, Stéphanie Royer, directrice des opérations et de l'innovation chez Fire. Donc Fire, c'est une société à taille humaine qui s'oriente autour de 3 domaines d'activité, principalement le développement, l'investissement et l'asset management. Aujourd'hui, 2 cofondateurs, 2 personnes expertes et passionnées, Julien Mongouin et Louis Darexy, donc qui cumulent à eux 2 40 ans d'expérience. Donc on ne va pas compter les nôtres parce que les leurs sont suffisantes. Donc on a une forte expérience au niveau de nos équipes. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une vision à 360, de bien connaître en fait les besoins du marché et de connaître aussi le territoire. Donc l'objectif, c'est avant tout de développer, ce qui est notre ADN première, d'être des développeurs, bâtisseurs de nos projets et aussi créateurs de valeur pour tous les actifs que nous avons aujourd'hui en gestion. En quelques chiffres, juste en 5 ans d'expérience, Fire a acquis une forte trade record, puisqu'on a 1,5 milliard aujourd'hui d'investissement, 1 milliard d'euros aussi sous gestion et pratiquement 600 000 m² de bâtiments, enfin de mètres carrés en cours de développement. Voilà. Merci. Marion, bonjour. Bonjour, donc Marion Thibault, moi je suis responsable RSE chez Arefim. Arefim, on est une foncière en immobilier logistique, première foncière devenue société à mission et on a pris la suite de labelliser Bicorp un an après. On développe des campus d'activité, donc différents bâtiments logistiques avec un pôle service qui permet d'être une extension de la ville également. Voilà. Merci beaucoup. Mélanie. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Mélanie Garin, directrice de l'innovation, du développement durable et des projets chez Virtu Industrial Property, qui est un spécialiste de l'immobilier logistique innovant et responsable. C'est une société qui a été créée en 2010 et on est société, nous aussi, à mission depuis 2023 avec également des enjeux environnementaux et sociaux forts. Très bien, merci. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant et nos intervenantes se feront un plaisir d'y répondre à la fin des échanges. Asna, je le disais en ouverture, l'immobilier logistique finalement est un secteur qui est à la pointe en matière d'environnement. On le voit d'ailleurs grâce à ce panel d'experts autour de la table. Mais finalement, c'est quoi un entrepôt respectueux de l'environnement ? Un entrepôt respectueux de l'environnement, c'est un entrepôt qui va être conscient des impacts qu'il peut avoir, qui va chercher à les minimiser au maximum, que ce soit pour l'environnement, le territoire qui l'accueille, les personnes qui vivent autour, et qui va chercher d'une opération à l'autre à s'améliorer. Et je pense que c'est ce qui fait un peu l'ADN de nos métiers, c'est qu'on cherche toujours à faire mieux et à minimiser l'impact qu'on peut avoir. Nous, chez Barjane, c'est vraiment de cette façon-là qu'on l'a construit. On a été certifié ISO 14001 dès le premier projet qu'on a développé. Et cette certification ISO 14001, c'est vraiment ça, c'est
quelle que soit votre activité, vous avez de l'impact. Le tout, c'est d'en être conscient et de chercher à minimiser cet impact et de s'améliorer en continu, ce qui fait vraiment, je pense, l'ADN de l'entreprise. Ouais. Ce premier projet, donc, c'était au Bréguières, hein, Ce premier projet, c'est un parc d'activités qu'on a développé en effet au Bréguières, donc dans le Var, Ouais. au cœur du Var, un parc d'activités de 65 hectares qu'on a certifié sur l'ensemble de vie de ce parc, que ce soit la conception, le chantier d'aménagement, le chantier des bâtiments, l'accueil des entreprises qui viennent s'implanter sur ce parc, l'accompagnement de ces entreprises et la gestion. Et nous, chez Barjane, on va prendre le projet vraiment de A à Z, de la recherche foncière à l'exploitation, avec même des agents d'exploitation Barjane, des collègues à moi, qui sont sur le parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour s'assurer dans la continuité du service client et de la performance environnementale de ce site. C'était nouveau, ça, dans l'immobilier logistique? C'était innovant? Enfin, C'était assez nouveau, c'était 2007, donc c'était il y a longtemps, mais donc c'était assez nouveau et c'était une volonté du territoire d'avoir un éco-parc, en tout cas un parc engagé, et une volonté de Barjane de le faire sur la chaîne complète et de prendre l'ensemble des impacts en compte. Ouais. Céline, en tant que contractant général, ça implique quoi justement la prise en compte de ces contraintes environnementales? Mais effectivement, déjà, moi je trouve que ce n'est pas des contraintes, c'est-à-dire on essaye justement de transformer les contraintes en opportunités. On parle souvent de contraintes, par exemple, quand on regarde la biodiversité, mais finalement, si on connaît ces impacts, et c'est exactement ce que tu disais, la base c'est de maîtriser ces impacts. Qu'est-ce qu'on fait comme impact en termes de biodiversité? Quel est le poids carbone? Et ensuite, l'objectif, c'est de travailler sur les impacts qu'on a pour trouver les meilleures solutions techniques. Et c'est vrai que notre volet chez GSE, c'est de pouvoir trouver les solutions techniques qui permettent d'aborder les enjeux environnementaux, énergétiques, carbone, biodiversité, confort, chantier à faible impact, pour avoir des solutions techniques qui répondent aux enjeux environnementaux. Ouais. Alors, chez vous aussi, hein, c'est quelque chose que j'allais dire, c'est inscrit dans l'ADN. Peut-être pas dès l'origine, mais en tous les cas, maintenant, c'est vraiment quelque chose que vous avez mis vraiment... vous avez industrialisé, j'allais dire. Hein. C'est vraiment maintenant, dans tous les bâtiments, il y a cette dimension bas carbone, etc. quoi. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé notre propre démarche éco-responsable qui s'appelle la Blue Suite, qui peut venir en complément de certification ou pas, et qui nous permet à nous de proposer des packages finalement de solutions à nos clients en nous adaptant à leurs objectifs et aux enjeux du projet. Et ça nous permet sur le premier niveau de package d'avoir des solutions meilleures pour l'environnement qui sont généralisées à l'ensemble des projets de GSE. Par exemple, le dallage en béton bas carbone, c'est quelque chose qu'on a généralisé en 2023 et l'objectif, c'est de pouvoir significativement réduire l'impact carbone de nos projets. Oui, merci. Stéphanie, pour vous, c'est quoi un entrepôt responsable? Pour moi, effectivement, en complément de ce qui a déjà été dit, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on doit prendre en compte les impacts environnementaux de nos projets, puisqu'on travaille sur des grandes surfaces et des fonciers qui sont relativement grands. Donc l'impact, évidemment, qu'on en a un sur l'environnement, et ça, on en a tous conscience. Je pense qu'aujourd'hui, alors là, je vais rajouter aussi un peu ma vision aussi d'architecte. Hein. On est des bâtisseurs chez Fire. Et là, l'idée, c'est de revenir aussi à des solutions assez pragmatiques, de revenir à des fondamentaux de conception. Nos prédécesseurs, en fait, ont mis en place des principes avec l'architecture bioclimatique. On peut quand même dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de développer dans les démarches environnementales sont issus quand même de ce principe bioclimatique, qui sont tout simplement des principes qui sont logiques, factuels, avec une prise en compte du contexte existant, ce qui est notre cas, notamment par rapport à l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle on fait aussi très rapidement des études, des diagnostics faune-flore sur nos sites, puisque obligatoirement, c'est les premiers impacts qu'on va avoir. Au niveau bioclimatique, on avait effectivement cette recherche d'énergie passive, d'orienter les bâtiments avec une orientation cohérente par rapport aux ouvertures. Et je pense que là, nous, c'est toute cette sensibilité qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une réglementation qui est mise en place, et heureusement, parce qu'elle nous donne un cadre. Ce qui change aujourd'hui, et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir de la technologie qui s'est rajoutée en fait, par rapport aux principes bioclimatiques, qui nous permet en fait, de mesurer les impacts par rapport au bilan carbone, de mesurer les énergies, de mieux les maîtriser. Et donc, ce qui avant était initié finalement par des architectes sur les principes bioclimatiques, aujourd'hui, on est plus sur des certifications, en tout cas, on est plus avec des monitoring qui sont orchestrés par des certificateurs et des utilisateurs. Donc, je pense que déjà, moi,
première étape, c'est effectivement de revenir sur les fondamentaux très pragmatiques et ensuite de les utiliser et de répondre à la réglementation. Mais je pense que c'est important de revenir à la base. Merci. Marion, cette orientation développement durable, est-ce qu'elle est poussée par vos clients qui vous demandent justement des entrepôts plus responsables, plus verts, ou est-ce que c'est quelque chose qui est au contraire plutôt initié par l'entreprise ? Alors, on va se retrouver avec les deux cas de figure. Oui. On a des clients qui sont très moteurs et qui ont des engagements RSE très poussés aussi dans leur ADN. Et on se retrouve également avec des utilisateurs pour lesquels on va les embarquer dans notre ADN, dans notre mission, enfin ce que nous on appelle notre mission, les sociétés à mission, et on va essayer de les embarquer et de les intégrer dans nos actions, parce que c'est eux finalement qui vont faire vivre notre bâtiment. Nous on le construit, mais il va être utilisé pendant des années, et c'est eux qui ont un énorme impact aussi sur l'entrepôt logistique. Donc on essaye de les embarquer pour ceux qui ne sont pas déjà embarqués dans ces sujets-là. On essaye de les embarquer avec nous et c'est tout un travail de sensibilisation qu'on met en place avec ces preneurs-là. C'est là que votre rôle est très important finalement, parce que vous avez vraiment l'expertise qui vous permet finalement de faire un peu de pédagogie peut-être auprès des utilisateurs. Oui, tout à fait. On a l'expertise sur certains sujets et on essaye de les accompagner au mieux. Via des ateliers de sensibilisation ou des retours d'expérience aussi, qui nous permettent de mieux exploiter, enfin qui leur permettent de mieux exploiter, on va dire, leur bâtiment. Ouais. Et être acteurs ensemble de la réduction de l'impact. C'est pas uniquement notre action en tant que constructeur qui a de l'impact, c'est également toute l'utilisation du bâtiment. Merci. Mélanie, vous êtes aussi entreprise à mission chez Virtuo. Comment vous avez vu, vous, en tant que responsable RSE, l'évolution de cette prise en compte des aspects environnementaux, maîtrise énergétique, etc. On voit que ça se développe, que c'est une vraie demande utilisateur, investisseur. On voit que le secteur se met en marche pour aller tous dans la même direction et de travailler ces sujets de développement durable. C'est sûr que si on reprend il y a quelques années, on ne faisait pas les mêmes démarches. Et aujourd'hui, je pense que toutes les certifications, les démarches mises en place nous poussent à aller toujours vers des meilleurs bâtiments, plus respectueux de l'environnement, conscients de leur impact, mais respectueux de l'environnement et sur toute la chaîne du bâtiment, c'est-à-dire de sa conception à l'utilisation, comme tu le disais Marion, vraiment sur la partie gestion, parce que les bâtiments, on les conçoit et on fait des bilans carbone sur 50 ans, donc il faut aussi prévoir ces bilans carbone et le respect de l'environnement tout au long de cette durée de vie. À chaque fois qu'on assiste à la création d'un nouveau bâtiment, à chaque fois qu'il y a une inauguration, on a l'impression qu'il y a des nouveautés en matière de développement durable. C'est un petit peu le concours plus responsable que moi, tu meurs. Je ne sais pas si c'est un concours. En tout cas, ça nous tire tous vers le haut, je pense. Je pense que ça nous tire tous vers le haut. Et oui, parce que je pense qu'il y a des innovations qui sont mises en place. Les réglementations changent, même si elles ont du mal à... Enfin, ça prend plus de temps. Mais il y a 5-6 ans, on ne connaissait pas tous les produits qui existent aujourd'hui. Les entreprises qui construisent modifient aussi leur manière de travailler. Il y a les manières de concevoir, la manière de travailler, de construire qui se modifient avec le temps, les nouveaux produits, l'intelligence artificielle, le développement. Enfin voilà. Donc, je pense que c'est une bonne chose au final qu'il y ait des nouveaux produits à chaque fois parce que en fait, en faisant cette demande d'avoir des bâtiments plus responsables, on pousse tout le secteur à essayer de trouver des réponses. Et donc, c'est comme ça qu'on arrivera à améliorer nos bâtiments. Aussi une meilleure coordination entre les différents corps de métier, depuis la conception, l'architecte, oui, c'est sûr, les contractants généraux, c'est etc. sûr que... Et c'est en communiquant, comme par exemple aujourd'hui, qu'on marque l'importance de ce sujet et que
Donc tout le monde a envie d'y répondre et va dans le même sens en sélectionnant des entreprises pour qui c'est important, qui portent les mêmes valeurs que nous. Ça permet d'avancer tous dans la même direction. Alors, on a parlé des certifications. Alors, effectivement, les certifications existent depuis quelques années. Ça a commencé par la certification HQE, je crois, qui a été initiée, poussée un petit peu par Afilog à l'origine. Mais il y a d'autres certifications. Vous allez peut-être nous en parler, dire quelles sont ces certifications qui permettent véritablement de vérifier si un bâtiment correspond bien à des critères environnement. Voilà, on va parler de la biodiversité aussi. Est-ce que ces certifications sont utiles et est-ce qu'elles sont suffisantes ? Elles sont utiles, c'est sûr. Elles sont suffisantes, je ne pense pas. Mais c'est un prérequis pour moi. Ouais. Elles sont utiles parce qu'elles nous ont tous fait grandir sur ces sujets-là. En effet, en France, on n'avait pas de HQE logistique. En 2007, quand on a démarré notre activité chez Barjane, c'est une entreprise qui a été créée en 2006, il n'y avait pas de certification logistique. Donc, nous, on a fait partie du groupe de travail d'Afilog pour monter un référentiel commun sur cette certification HQE logistique qui a ensuite été reprise par Certivea et qui fait la certification HQE. Le BREEAM a été développé dans les pays anglo-saxons, donc voilà, on a 2 certifications bâtimentaires, on va dire, à notre main, qui d'une fois sur l'autre et d'un référentiel sur l'autre sont de plus en plus exigeantes. Et un bâtiment certifié excellent à un moment donné, dans la version d'après, il est plus que very good, on va dire. On perd à chaque fois un niveau. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on progresse tous et que ces bâtiments sont de plus en plus performants. Et puis on a aussi en effet un label sur plutôt la partie biodiversité, donc espaces verts, confort des utilisateurs, voilà ce qu'apportent les espaces verts aussi au territoire et aux utilisateurs, qui s'appelle le label biodiversité, qu'on utilise sur les opérations et qui permet de parfaire ces sujets-là. Voilà. Les certifications de qualité environnementale du bâtiment au sens large sont très importantes, mais on choisit quelque part ce qu'on prend dans ce bâtiment. Donc on a des crédits à disposition et on va positionner en fonction des enjeux, du besoin du client, du territoire, de ce qui se passe. C'est la base, pour moi c'est la base, c'est un prérequis, mais on ne touche pas tous les curseurs. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que des fois vous allez plus loin que la certification, c'est ça ? Des fois on peut aller plus loin que la certification. On a des démarches aussi transversales au niveau groupe d'autres certifications. Nous, on est certifié ISO 14001 sur tous nos métiers. On est certifié ISO 50001 management de l'énergie sur tous nos métiers. On est aussi entreprise engagée pour la nature, c'est un autre dispositif aussi sur les actions pour la biodiversité. Donc c'est des actions qu'on va mettre en transverse sur toutes nos opérations et qui vont rentrer ou pas dans la certification. Ouais. Si je peux compléter sur la partie effectivement qualité environnementale du bâtiment, on a ces certifications qui nous tirent vers le haut. Aujourd'hui, il n'existait pas en Europe de labellisation ou d'indicateur sur l'aspect carbone. Et donc, l'Afilog travaille sur un indicateur aujourd'hui pour mesurer l'impact carbone des bâtiments. Et le LCBI, qui est poussé par l'association BBCA, travaille sur une certification pour qu'on puisse comparer et mesurer tous de la même façon l'impact carbone des bâtiments. Et donc, il y a plusieurs groupes de travail pour pouvoir... Il y a déjà des bâtiments qui sont portés volontaires pour... oui, il y en a, voilà, on est nombreux à y participer pour que, justement, on puisse mesurer, comparer ce que permettent de faire les certifications sur la qualité du bâtiment et qu'on puisse ensuite pousser les échelons de plus en plus haut, ou plutôt de plus en plus bas sur l'impact carbone du bâtiment. Oui, après, effectivement, pour compléter ce que vous dites, je pense que les certifications permettent de donner un cadre et du coup de comparer les bâtiments entre eux et donc de poser les bases de solutions techniques qui sont plus environnementales. Par contre, ce que ne font pas aujourd'hui les certifications, c'est vraiment valoriser l'innovation. Parce que finalement, l'innovation, elle sort un peu des cases et on n'arrive pas à la mettre dans le référentiel de certification. Donc c'est là aussi où c'est important de pouvoir avoir une certification peut-être, mais aussi de pouvoir aller plus loin, de demander des choses qui ne sont pas forcément dans la certification, mais de pouvoir demander un seuil carbone à respecter qui va finalement pousser toute la chaîne à chercher des solutions qui vont plus loin que ce qu'on aurait mis juste avec une certification environnementale. Mais ce qui est délicat, parfois, c'est que nos sujets d'innovation vont à l'encontre de certaines certifications. Exemple, l'économie circulaire. La réutilisation de matériaux, c'est pas aussi simple
parce qu'on doit attester de performance acoustique, performance de confort visuel et tant d'autres performances. Mais l'économie circulaire, du coup, ne nous permet pas d'avoir ces caractéristiques techniques des matériaux. Et du coup, ça va à l'encontre des certifications. Donc, est-ce qu'on pousse l'économie circulaire en perdant les points sur la certification, ou est-ce qu'on conserve notre engagement de certification et on met de côté l'économie circulaire? Bon, aujourd'hui, c'est des choses qui évoluent. Il y a les assurances aussi qui évoluent sur ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'à un moment, nous, on s'est retrouvés confrontés à des choix, certification ou de l'innovation, on va dire. Qu'on comprenne bien, donc l'économie circulaire, c'est quand, par exemple, on construit un bâtiment sur une ancienne friche et qu'on réutilise les matériaux pour la construction du nouveau bâtiment. Sur une friche industrielle, on va déconstruire le bâtiment de manière sélective, réutiliser les matériaux qui peuvent être réutilisés sur le bâtiment, ou proposer nos ressources, du coup, pour d'autres constructions alentours. Ou alors pour le bâtiment neuf ou le bâtiment en rénovation, aller chercher des ressources extérieures d'un autre bâtiment qui a pu être déconstruit également. D'accord. Mais c'est là, du coup, où moi, je suis d'accord, effectivement, avec tout ce qu'on est en train de se dire. Et c'est là où je réinsiste sur le fait qu'aujourd'hui, ça nous donne effectivement un cadre réglementaire, ça nous donne une base commune et c'est un outil de travail. Mais pour moi, en fait, l'innovation et en tout cas le projet qu'on peut travailler avec à travers cette réglementation n'est qu'uniquement une sorte de cahier des charges dans lequel on va puiser effectivement différentes solutions. Mais pour moi, l'innovation, ça va être finalement la solution qu'on va proposer à nos clients, qui va reprendre une certification, qui va reprendre peut-être des matériaux recyclés sur le projet, qui ne sera pas forcément effectivement en phase avec des points qu'on aurait pu avoir sur la certification. Mais c'est bien la proposition d'ensemble qu'on va faire et la démarche environnementale qu'on va avoir globale sur laquelle on s'appuie à travers de la réglementation. Je pense que nous, au niveau de la conception, il faut bien qu'on garde à l'esprit qu'on doit faire un projet qui soit vertueux, sur lequel on répond à de la réglementation, mais ne jamais perdre de cette ligne directrice le fait qu'on a de la réglementation, on a des outils, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est le projet et l'innovation qu'on va proposer et l'objet final. Et surtout, l'objet final aussi en exploitation. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter uniquement avec l'utilisation de matériaux qui sont effectivement vertueux. Ça va être aussi un projet qui va vivre dans le temps et qui restera vertueux parce qu'on aura fait les bons choix au moment de la conception. Donc je pense que cette réglementation, c'est effectivement une base et heureusement qu'on l'a parce qu'effectivement, ça va nous permettre d'avancer tous ensemble. Et c'est effectivement les bons termes puisque aujourd'hui, on rencontre à travers nos projets qu'on avance tous dans les mêmes directions. Et c'est vrai que grâce au travail qui a été initié chez Afilog, aujourd'hui, on est tous aspirés par cette vague, et tant mieux. Mais enfin, en tout cas, chez Fayeur, nous, on reste très pragmatiques. Et l'innovation, c'est aussi par rapport à l'intelligence de la solution qu'on va proposer. C'est important pour les clients d'être certifiés, de pouvoir prouver qu'on est... Ça rassure. Ouais. C'est normé. C'est une condition indispensable aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, sur les bâtiments logistiques, on a les 9/10 de bâtiments logistiques qui demandent une certification environnementale, principalement la certification BREEAM, parce que c'est la certification qui s'est le mieux exportée en Europe, donc qui permet à des investisseurs d'avoir la même certification sur plusieurs pays différents. Après, voilà, on a aussi de plus en plus d'investisseurs qui, en complément de les certifications, comme tu le disais, ont leur propre cahier des charges et donc nous demandent de faire la certification en base et en plus d'aller creuser certains sujets. Alors, la certification BREEAM, autrefois, quand on avait le label excellent, c'était vraiment l'exception. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont tous excellents. Hein. Oui, aujourd'hui, l'excellent est commun, mais le référentiel va changer. Avant, c'était very good. C'était very good avant. Voilà. Non, dès l'année prochaine, le référentiel change. Donc, comme disait Asna, on va redescendre d'un niveau. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans les certifications comme dans les réglementations. C'est que finalement, on a la réglementation, on a la certification qui va un cran plus loin. Une fois que tout le monde est au niveau-là, la réglementation évolue, la certification aussi. Et c'est ça qui pousse toute la chaîne de valeur à trouver des solutions qui soient plus vertueuses. Ouais. Alors, quand on parle de bâtiments neufs, j'allais dire, on peut effectivement se conformer aux nouvelles exigences
environnementale. Mais quand on rénove, est-ce que c'est aussi facile et est-ce qu'on peut effectivement atteindre un bon niveau avec un bâtiment ancien qu'on veut remettre au goût du jour, j'allais dire. Asna. Oui, on peut avoir des bâtiments performants, réhabilités. Oui, on peut. Il y a beaucoup d'axes de travail. On peut améliorer l'isolation, on peut changer les LED, on peut travailler sur le système de chauffage, on peut piloter, avoir des GTB pour savoir comment il va fonctionner dans le temps. On peut peut-être mettre des centrales photovoltaïques en toiture ou en tout cas en ombrière sur des parkings. On peut retravailler tout le parti paysager. Là, le parti paysager sur les anciens bâtiments, c'est un champ de jeu extraordinaire parce que souvent, c'est des bâtiments qui ont été conçus à une époque où, autour d'un bâtiment logistique, on n'avait pas de fleurs, on avait une pelouse rase, quelques arbres-tiges et c'est tout, le minimum. Alors qu'on peut retravailler pour recréer de la biodiversité autour des sites, c'est super intéressant. Donc il y a plein de choses à faire. Chez GSE, d'ailleurs, vous avez créé une division pour rénover maintenant les bâtiments. Une cellule spécifique, effectivement, pour pouvoir rénover à la fois les bâtiments logistiques et à la fois les bâtiments industriels. Et effectivement, il y a plein de choses à faire. Parfois, on a l'impression que c'est plus compliqué parce qu'on a déjà des choses et il faut composer avec l'existant. Mais finalement, c'est ça aussi, s'adapter avec son environnement, c'est prendre en compte ce qui existe déjà et pouvoir l'améliorer avec les technologies qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait peut-être pas avant. Et il faut se souvenir aussi qu'un bâtiment qui est en rénovation, on va garder toute une partie de la structure. Donc, au niveau du carbone, déjà, on sera meilleur. Donc, ne serait-ce que la démarche de rénover par rapport à faire du neuf, on va être sur une logique de plus d'économie circulaire, d'économie des ressources. Ce qu'on va pouvoir déconstruire, comme disait Marion, on va essayer de le réutiliser ou de le mettre sur d'autres chantiers. Donc voilà, il y a plein de choses à faire dans la rénovation et il y a beaucoup de bâtiments qui ont du potentiel de rénovation. Tu parlais aussi un petit peu des conforts. Enfin, les conforts, on va pouvoir les améliorer, peut-être des fois en retouchant les surfaces vitrées ou juste en rajoutant des protections solaires, mais ça peut avoir des gains qui sont très importants pour les utilisateurs aussi. J'ajouterais juste que ça nous permet de remettre au goût du jour des bâtiments aux nouvelles normes sociales du coup et environnementales, enfin on en a parlé environnementales mais aussi sociales, remettre au goût du jour la gestion des flux des déchets par exemple. Il y a plein de petits sujets, on a parlé des plans paysagers et autres, mais il y a plein de petits sujets comme ça qu'on peut aller creuser, pas uniquement la partie énergétique, il y a le confort, le paysage, voilà. C'est une demande que vous avez aujourd'hui, il y a énormément de bâtiments qui sont à rénover, parce qu'il y en a certains qui datent des années 60, 70. C'est quelque chose qui correspond aujourd'hui à... Nous, on est une jeune foncière, donc on n'a pas forcément des bâtiments à rénover. Néanmoins, on a un investisseur qui nous pousse à aller toujours plus loin. Et on est en train de réfléchir déjà sur un bâtiment très récent, d'apporter des améliorations en l'occurrence énergétique, sur ce bâtiment-là. Stéphanie. Alors, nous, chez Fire, effectivement, à travers la branche d'asset management, on arrive aussi à, c'est ce que je vous disais, la vision à 360, grâce à nos investisseurs et les portefeuilles. Aujourd'hui, on a un actif qui fait pratiquement 42 000 m² sur Comble-la-Ville, sur lequel on est en étude de cas très concrète et très, très réelle de transformation d'un actif bas carbone. C'est un bâtiment, comme je vous disais, qui fait 42 000 m². Il date de 1994 et aujourd'hui, on travaille avec une stratégie de rénovation assez forte sur le fait qu'on a remis du monitoring, transformé aussi les CTA, du relamping LED. Enfin, on a tout un panel aujourd'hui, effectivement, qui permet de répondre déjà à toute la réglementation aujourd'hui en vigueur. Et effectivement, c'est un projet qui nous tient à cœur puisqu'on arrivera à un très bon niveau de performance énergétique qui nous permet d'économiser pratiquement 60% d'économie d'énergie. Donc, c'est effectivement des enjeux et nous, c'est ce qui nous permet aussi, à travers les portefeuilles, de travailler cet aspect environnemental, plus sociétal, puisque c'est là où le développement chez nous intervient aussi sur ce projet-là, puisqu'on retravaille sur l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment, donc plus forcément sur la partie énergétique, bien qu'il y a quand même des liens par rapport à l'innovation, par rapport à l'isolation, mais aussi pour revamper finalement les façades d'un bâtiment, lui redonner une seconde vie, ne pas chercher à démolir le bâtiment, mais par contre chercher à remettre un bâtiment au goût du jour et à l'image de l'investisseur. Ouais.
On est dans un environnement de plus en plus contraint, bon, pour ces raisons-là, mais aussi parce que le foncier se raréfie. Oui. On a de moins en moins de possibilités de construire des bâtiments. Il y a le ZAN aussi. Est-ce que le fait justement de pouvoir arriver avec un projet séduisant d'un point de vue environnemental, c'est un argument supplémentaire pour convaincre des municipalités qui seraient un petit peu réticentes pour accueillir un projet de ce type? Oui, je pense que c'est un atout pour valoriser ces bâtiments et expliquer que ils ont un côté très vertueux et que, par exemple, il y a des solutions concrètes, l'autoconsommation collective grâce à la production de photovoltaïque sur les toitures qui peuvent bénéficier directement aux collectivités locales. Il y a le fait qu'on va travailler avec des entreprises locales, donc ça aussi pour les élus, c'est des choses qui sont importantes. Et après, sur la phase d'avoir un bâtiment qui va être vertueux, qui va être respectueux sur la biodiversité, sur l'îlot de chaleur urbain, on va regarder l'artificialisation des sols, etc. Ouais. Ça, pour moi, et c'est on le constate quand on rencontre des élus, c'est vraiment des arguments qu'ils entendent et qu'ils apprécient. Oui, on a moins de recours derrière. En tout cas, c'est pas les c'est plus facile, c'est plus facilement acceptable. Pour les collectivités. Ouais. Oui, nous, du coup, en tant que société à mission, un de nos piliers, c'est de co-construire, donc avec toutes les parties prenantes, et notamment le territoire, les riverains et les associations. L'idée, c'est de concerter le territoire, les acteurs du territoire, et de les rendre acteurs de notre projet. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, c'est un risque qu'on prend, mais c'est aussi pour nous une réelle valeur ajoutée. On espère une réelle valeur ajoutée sur nos projets, parce qu'ils peuvent aussi avoir des idées. C'est eux qui vivent sur ce territoire, c'est eux qui vont nous donner des idées contextuelles qu'on pourra intégrer à nos pôles services, par exemple. Ouais. Moi, je dirais qu'effectivement, au-delà d'un atout, aujourd'hui, c'est même une condition indispensable. Aujourd'hui, le territoire, si on n'arrive pas avec un projet qui soit effectivement vertueux, qui s'intègre dans l'environnement, on parle de séduisant. Alors, ça peut être réducteur, parce qu'on imagine tout de suite un projet, des belles façades, mais c'est pas que ça. C'est effectivement, aujourd'hui, les élus sont quand même aussi soumis à différentes réglementations, et les riverains sont attentifs, les associations sont aussi attentifs, notamment sur la gestion des flux PL, au niveau des écologues, forcément les diagnostics faune-flore ont forcément aussi une influence et en tout cas permettent d'obtenir ou pas les autorisations. Donc je dirais qu'aujourd'hui, travailler avec le territoire, c'est collaborer et c'est une condition indispensable pour la réussite d'un projet. On ne pourra jamais sortir un projet qui ne soit pas vertueux, qui ne s'intègre pas dans l'environnement et surtout sans l'accompagnement des territoires. C'est un projet sur lequel effectivement on va tourner tous ensemble et on va monter un projet commun, ce qui n'empêchera pas des associations ou des recours. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, c'est la condition aujourd'hui pour faire avancer un projet. Asna, vous avez senti une différence entre les premiers projets, la manière, les efforts que vous avez déployés justement pour convaincre les territoires et aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, il y a peut-être une acceptation plus importante, justement parce que les bâtiments présentent un certain nombre de garanties? Il y a plus une connaissance des territoires et des exigences des territoires qui sont montées aussi en compétences sur ces sujets-là, comme nous tous. Donc il y a plutôt plus d'attentes et d'exigences du territoire et une volonté, en effet, de mener le projet en commun. Parce que nos projets, vu la taille qu'ils ont, sont des projets d'aménagement du territoire. On est vraiment partie prenante et constructeur d'un territoire et on arrive sur un territoire, il faut qu'on y aille tous ensemble. Donc agréger les forces autour d'un projet et tous tirer dans le même sens, c'est vraiment très très important. On a un bon exemple chez Barjane, on a un projet aux portes de Marseille qui est un parc d'activités de 60 hectares. 60 hectares aux portes de Marseille, c'est
c'est un certain territoire qui était en partie une ancienne friche le parc des polluée. Aiguilles, c'est ça ? C'est le parc des Aiguilles, en Suez-la-Redonne. Donc il y avait 30 hectares de carrières remblayées de déchets divers et variés à une époque où on remblayait des carrières avec tout ce qui pouvait se présenter. Donc voilà, un site qui paraissait végétalisé quand on le voyait, mais qui en réalité était végétalisé sur quelque chose d'assez impactant, avec des déchets de surface, parce qu'il y a des incivilités sur les terrains qui sont abandonnés. Donc un gros projet de transformation du territoire, et on a signé une charte d'engagement de co-construction avec 44 acteurs, État, région, département, métropole, les mairies aux alentours, pas que la mairie qui porte notre projet, les entreprises de travaux, les 2 premiers clients qui étaient Decathlon et Action, tous ensemble avec 3 objectifs. C'est une charte d'engagement territorial qui sont l'emploi, la performance environnementale, l'ancrage territorial. Et c'est qu'en travaillant tous ensemble qu'on peut arriver à faire de nos projets des succès, ça c'est sûr. Mais entre le moment où vous avez identifié le terrain et le moment où l'entrepôt a été exploitable, il s'est passé combien de temps ? Le moment où on a répondu à l'appel d'offres, parce que c'est une concession d'aménagement, donc c'est un projet de la métropole d'Aix-Marseille. L'appel d'offres, c'est la première chose sur laquelle j'ai travaillé chez Barjane quasiment. Donc on a répondu en 2008 à l'appel d'offres. On a été désigné lauréat en 2011. On a fait 10 ans d'études et on a commencé le chantier en 2021. Donc oui, c'est des projets qui sont du temps très très long. C'est du temps long. C'est du long terme. Mais peut-être sans avoir autant de temps, je pense qu'il y a déjà des choses qu'on peut faire en état des lieux, et notamment si on reparle de la biodiversité. Le fait d'avoir un écologue qui vient sur site et qui regarde les enjeux, c'est aussi important pour le territoire de voir que les enjeux principaux sont pris en compte. Et donc effectivement, nous, je sais qu'on a un écologue en interne, ça nous permet d'avoir un état des lieux faune-flore tout de suite, de voir les principaux enjeux et donc rapidement de pouvoir cadrer ce qu'il est possible de faire ou la façon d'adapter le projet pour justement jouer avec tous les aspects biodiversité qui sont déjà présents. Parce que souvent on dit on construit notre bâtiment puis on rajoute de la végétalisation après. Mais en fait, quand on détruit un chêne centenaire avec un grand capricorne dedans qui ne vit que dans des vieux arbres, ou quand on enlève une mare et qu'on en recrée une à côté, on va casser tous les liens qui sont souterrains, tout cet écosystème-là. Et finalement, la première des choses à prendre en compte, auxquelles les collectivités sont sensibles aussi, c'est quels sont les enjeux qui sont présents sur ce terrain et comment vous, en tant que aménageur, contractant, etc., vous les prenez en compte et vous me proposez un projet qui s'intègre dans son environnement. Ceci dit, les hôtels pour insectes, les ruches, tout ça, c'est pas un petit peu du marketing Alors, c'est vraiment important c'est important si ça rentre dans des préconisations écologues et que ça s'inscrit dans son territoire. D'où en fait le fait de se dire si effectivement au démarrage du projet, on se dit, côté biodiversité, je vais mettre des arbres à insectes et puis, 2-3 choses, des tas de bois. Ça n'a peut-être pas de sens. Le nombre d'abris à chauves-souris ou autres, alors qu'il n'y a pas de chauves-souris dans le coin, ça, c'est du greenwashing. Après, par contre, quand un écologue vient, qui fait l'état des lieux et qui regarde et qui se dit, oui, tiens, là, ça serait intéressant de rajouter tel habitat, etc., c'est important. Mais en fait, ça doit arriver dans un second temps, une fois qu'on a fait l'état des lieux, qu'on a préservé, et après, ensuite, on va chercher à développer. Si je peux me permettre aussi, un autre avantage, je suis d'accord avec le fait qu'il faut que ce soit pertinent pour le projet et pour la biodiversité, mais il y a aussi un avantage de sensibilisation et de visibilité des actions qu'on peut faire. Parce que quand on travaille sur la performance énergétique de nos bâtiments et qu'on a très bien isolé, personne ne le voit. Mais la partie biodiversité, elle est très très riche et en plus elle est visible. Donc du coup, avoir des choses où les gens qui passent ou les utilisateurs qui sont là comprennent qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, c'est quand même, moi je trouve, très important. Tout comme nous chez Barjane, on a une charte chantier vert et on est très pointilleux sur cette charte chantier vert, on la contrôle tout le temps et on veut que le chantier soit bien rangé. On veut que ce soit propre et donc on veut que ce soit propre, rangé, et qu'on voit que le chantier est bien tenu parce que c'est important. On ne peut pas dire on fait un chantier. Il y aura sûrement beaucoup de performances, mais il y a plein de choses qui ne se voient pas. Il faut qu'à côté, il y ait des choses qui se voient pour qu'on puisse identifier. Les visites des écoles aussi, tout ça. Oui, les visites des écoles, ça participe. Ouvrir nos sites et avoir des animations, de l'ancrage. Ça, c'est l'ancrage territorial. C'est tout ce que peuvent apporter notre projet. Au-delà de on crée un projet, il va apporter de l'emploi, il va apporter des recettes fiscales aux collectivités. Mais qu'est-ce qu'il va apporter finalement aux écoles, aux
aux habitants autour qui ne vont pas travailler. Mais il peut apporter plein de choses, en effet, parce qu'on a des espaces verts qui sont... On a des grands bâtiments, mais on a des grands espaces verts, on peut faire plein de choses. Et c'est vrai que nous, on a une espèce de gamme de visites qu'on aime bien. Alors, il faut le co-construire, là encore, parce que tout le monde, toutes les écoles ne sont pas partie prenante et pas... Ça n'intéresse pas tout le monde, mais quand on a une école ou un centre aéré qui est intéressé, on peut faire beaucoup de choses. Et nous, on fait, pour les tout petits, c'est que les espaces verts et on a des sentiers de la biodiversité, on les sensibilise à ces sujets. Quand ils sont un peu plus grands, ils rentrent dans les entrepôts et ça, c'est super intéressant parce que la logistique, c'est un secteur formidable, inconnu du grand public, mais super intéressant. Et donc, on leur explique les coulisses du supermarché, par exemple. Ça, on aime bien faire avec un peu plus grand. Ou les coulisses de Decathlon. Et quand ils rentrent chez Decathlon, c'est... en plus, il y a de l'automatisation. Enfin, c'est extraordinaire, tout le monde est fasciné. Et les très grands, on les monte sur les toits pour qu'ils voient ce que c'est qu'une centrale photovoltaïque. Bon, pas les petits, mais les grands, ils montent sur les toits. Voilà. Du coup, nous aussi, on a fait intervenir une classe pour participer à la plantation du plan paysager, mais je voulais rebondir sur l'intervention des abeilles sur site. Nous, on a choisi d'avoir des ruches, mais à orientation plutôt scientifique. Et en fait, on récolte le pollen qui est analysé avant notre intervention et après notre intervention. Et du coup, on a une photo de la palette végétale avant notre intervention et après notre intervention. Donc l'idée, c'est quand même de démontrer qu'on a amélioré la palette végétale suite à l'implantation de notre bâtiment. Mais ce pollen permet aussi de tracer les pollutions locales. Et ces pollutions-là, nous, on n'a pas vraiment la main dessus. Mais par contre, on a des résultats qui peuvent être communiqués au territoire et les sensibiliser sur certains pesticides interdits qui sont encore utilisés ou autres sujets. Et du coup, on échange sur la durée de vie du bâtiment avec le territoire sur des sujets très précis. Et donc, on continue à les intégrer dans ce projet qui n'est pas uniquement construction, mais aussi dans l'exploitation du bâtiment. Et en termes d'image, on fait aussi intervenir des artistes sur nos cuves de sprinklage, donc c'est devenu une de nos signatures. Et on fait intervenir un artiste local et ou engagé qui permet de mettre en avant l'histoire du site et le contexte souvent biodiversité de nos projets. Merci. Je vais être obligé de vous arrêter parce qu'on me fait signe en régie qu'on a énormément de questions. Donc je demandais à Eva de bien vouloir nous les poser. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Y a-t-il des réflexions sur la végétalisation des bâtiments logistiques en termes de performance thermique, de refuge, de biodiversité et de qualité visuelle? Alors, sur la végétalisation des bâtiments, qui souhaite répondre? Enfin, Alors, la 5e façade. Donc, effectivement, en termes de végétalisation, aujourd'hui, on a plutôt tendance à privilégier les zones bureaux. En fait, en toiture, c'est la zone sur laquelle on peut intervenir le plus facilement pour verdir. Ensuite, pour tout ce qui est refuge et aménagement extérieur, effectivement, c'est la réponse. En fait, on cherche à faire des réponses intelligentes par rapport au contexte et par rapport à l'impact des espèces qui vont être impactées. Et au-delà, effectivement, de ce qu'on peut faire sur site, parce que malgré toutes les mesures qu'on peut faire d'éviter, réduire, on arrive par moment aussi à compenser. Et effectivement, sur toute la partie faune-flore, quand on arrive au stade de la compensation, on a une réflexion qui ne s'arrête pas uniquement à un aspect réglementaire, mais qui cherche à proposer aussi des solutions en accord avec les collectivités pour s'inscrire des fois dans un projet global qui est propice en fait au territoire, soit sur des zones dédiées à des enfants, des espaces qui sont effectivement sur lesquels on a besoin de replanter des haies, même entre zones agricoles, donc ce qui permet en fait de répondre à des espèces d'oiseaux et reproposer des espaces ouverts pour la chasse, chose pour laquelle en fait on a plutôt tendance à travers l'impact d'un bâtiment, naturellement on peut effectivement détruire un peu de surface d'habitat pour certaines espèces. Donc, je dirais que là, c'est pareil. Toutes les réponses qu'on peut proposer au niveau aménagement paysager, intégration, ça va de soi que c'est pour intégrer le bâtiment dans son environnement, mais apportons aussi un peu d'intelligence par rapport à l'impact que l'on a et les propositions de solutions que l'on fait au niveau environnemental et paysager. Donc, nous, on s'inscrit vraiment plus sur ce type de démarche. Merci. Eva ?
question sur le photovoltaïque et les bornes de recharge IRVE. Comment voyez-vous le sujet dans les prochaines années sur un principe d'autoconsommation individuelle ou collective pour vos clients ? Sur le photovoltaïque, j'ai demandé peut-être à Asna. Sur le photovoltaïque, oui, en effet, donc nous chez Barjane, on est producteurs depuis 2010, donc c'est un métier qu'on connaît bien. Alors, il y a deux sujets. Les bâtiments logistiques sont pas ça dépend des process et de l'activité, mais sont finalement quand même assez peu consommateurs d'électricité et d'énergie. Et donc, du coup, on se retrouve souvent avec des centrales qui produisent beaucoup plus que ce que consomme le bâtiment. Oui. Nous, c'est le cas chez Barjane, parce qu'on a en plus beaucoup de sites qui sont dans le sud, donc qui bénéficient d'un ensoleillement optimal. Et on a un bâtiment qui produit 6 fois plus qu'il ne consomme. Donc, du coup, dimensionner la centrale que pour l'autoconsommation, c'est dommage, c'est gâché. Par contre, en effet, les sujets de boucle d'autoconsommation collective sont des sujets qui vont monter et sur lesquels tout le monde commence à réfléchir parce qu'on peut bénéficier à un territoire. Donc ça peut être le client d'à côté, la mairie d'à côté, le territoire. Donc ça va être des sujets sur lesquels tout le monde travaille en ce moment. Récupérer aussi la chaleur fatale aussi de certains centres. Des équipements. Oui, alors mais c'est un peu différent. Mais du coup, c'est nous, on l'a mis en place sur des bâtiments où on avait des boucles de refroidissement pour un process et on en a récupéré pour minimiser la consommation du bâtiment. Donc il y a deux axes en fait. Je produis le plus possible et je consomme le moins possible. Je travaille sur la sobriété de mon bâtiment et dans ce cadre-là, je mets en œuvre des innovations pour ces sujets-là. Et les batteries qui permettent de stocker de l'énergie solaire pour... Nous, on n'en a pas encore chez Barjane, mais en effet, c'est aussi des sujets qui montent, mais nous, on n'a pas encore identifié le bon... La bonne batterie. La bonne batterie. Ok, merci. Eva ? La norme BREEAM semble être un référentiel pour la construction de nouveaux sites. En existe-t-il d'autres ? La BREEAM, c'est la référence quand même, je crois. Oui, aujourd'hui, c'est la majorité des sites sont certifiés BREEAM. Après, il y a le HQE, il y a le LEED, qui est plutôt une certification américaine. Mais aujourd'hui, je ne connais pas la proportion, mais je vais dire quand même que 95% des bâtiments logistiques en France sont certifiés BREEAM. L'avantage, c'est qu'elle est internationale. Exactement. Et du coup, avoir le même référentiel permet, comme on le disait tout à l'heure, de comparer les bâtiments si on compare sur la même version du référentiel. Ouais, ça reste un langage commun et il y a aussi du coup des différentes typologies de certification, donc les certifications de construction, mais après il y a aussi les certifications en exploitation qui permettent de valider les engagements sur la durée. Comment ça se passe quand on est certifié BREEAM ? La certification, elle arrive à quel moment ? Comment il y a des inspecteurs qui viennent, qui regardent un petit peu ce que vous faites ? Il y a, sur le BREEAM Construction, il y a une certification en conception. Donc, c'est un dossier qui est rédigé par un BREEAM assessor qui vérifie que tout le bâtiment est conçu correctement. Et ensuite, il y a une certification en phase de livraison où là, le BREEAM assessor vient vérifier que ce qu'on avait conçu et qu'on avait dit qu'on allait mettre en place est bien réalisé. Et après, il y a effectivement le BREEAM exploitation, que je connais un peu moins, mais je crois qu'il y a aussi des visites pour vérifier qu'en exploitation, on respecte les critères du BREEAM. C'est dès le début qu'on dit « je vise le very good » ou l'excellence, c'est dès le début, c'est ça dès le début. C'est plus difficile de changer en cours de... Même si c'est valorisé, si on décide d'augmenter, d'upgrader un petit peu, mais dès le début, il faut savoir pour qu'à la conception, on puisse concevoir le bâtiment qui répond au référentiel et au seuil qu'on a prévu de viser. Plus on le décide tôt, plus on a de marge de manœuvre finalement. Et c'est ça qui est intéressant. Et plus on intègre les parties prenantes dans la certification aussi. Ok. Dans le cadre du décret tertiaire, les entrepôts logistiques doivent non seulement réduire leur consommation énergétique, mais aussi s'inscrire dans une trajectoire de décarbonation compatible avec les standards CRREM. La géothermie, souvent sous-exploitée dans ce secteur, peut-elle constituer une solution pertinente pour répondre à ces deux exigences ? Quels sont les freins techniques, économiques ou réglementaires à son déploiement à grande échelle dans la logistique ? Ok.
On voit de plus en plus de pompes à chaleur. En ce moment, c'est devenu aussi un peu la norme. La géothermie, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous a? La géothermie, elle a du sens pour un bâtiment qui consomme beaucoup. Oui. Comme le disait Asna, finalement, les entrepôts logistiques ne consomment pas beaucoup, hormis dans un cas de process, soit entrepôt frigo, soit un process particulier, où là, la géothermie aura du sens. Je pense qu'il y a une mixité à faire entre la géothermie et l'EPAC. En fait, il y a un bon équilibre à avoir. Aujourd'hui, on a plutôt des propositions qui sont orientées justement sur des solutions plutôt mixtes, où on associe de la géothermie par sonde plus des packs associés, qui permet en fait d'éviter d'avoir des équipements qui soient surdimensionnés par rapport aux besoins des bâtiments. Donc je pense que là aussi, c'est pareil, c'est toujours très pragmatique. On regarde les consommations dont on a besoin et on trouve des solutions qui soient équilibrées entre le coût et l'utilisation et la production. Donc aujourd'hui, c'est quand même un des éléments qui sont regardés et je pense que ça va être aussi bien plus développé dans les prochains mois au regard des aides qui sont annoncées sur ce type de mise en place en géothermie. Ça coûte cher la géothermie, oui, c'est un investissement important. Oui. C'est aujourd'hui, je pense, un des gros freins. Enfin, nous, c'est vrai qu'on l'a mis en place sur plusieurs projets pour le tester, effectivement. Et je suis tout à fait en phase avec ce que vous dites, que effectivement, il faut bien voir en fonction des consommations énergétiques si c'est pertinent ou pas. C'est un peu comme toutes les solutions qu'on a dit, finalement, il n'y a pas une solution miracle qu'on duplique sur tous nos projets, sinon ce serait trop facile. Et la géothermie, c'est pareil. L'objectif qu'il y a derrière, c'est de pouvoir baisser les consommations énergétiques et décarboner. Or, c'est vrai que des fois, une pompe à chaleur suffit à répondre à ces deux objectifs avec un investissement qui est moins important. Donc ça ne veut pas dire que la géothermie n'est jamais intéressante, mais ça veut dire que il faut déjà que le terrain soit propice à la géothermie, donc que techniquement ce soit viable. Et ensuite, il faut qu'en termes de consommation et d'investissement, on s'y retrouve pour pouvoir avoir une solution qui est à la fois vertueuse au niveau environnemental et qui ait quand même un bilan financier qui soit positif. Il faut distinguer les deux types de géothermie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de la géothermie en nappe et de la géothermie qui est plutôt avec des nappes de sonde, des sondes où on va effectivement on va aller moins en profondeur au niveau des sondes et c'est une solution qui est peut-être plus facile aussi à mettre en œuvre et qui sera peut-être plus courante que ce qu'on entend en géothermie où là effectivement on peut aller chercher les nappes, surtout par rapport aux ressources d'eau. Je pense que c'est des systèmes où aujourd'hui on peut s'interroger puisque la ressource d'eau c'est quand même quelque chose qui à l'avenir malheureusement va être une denrée qui va être de plus en plus rare. Donc aujourd'hui même la géothermie s'oriente aussi sur une deuxième technologie qui aujourd'hui commence à être mise en place sur certaines plateformes logistiques. Ok, Eva ? Existe-t-il des outils, méthodos permettant d'évaluer sur le plan environnemental s'il est plus vertueux de construire un bâtiment neuf ou de rénover un existant ? Je pense qu'au niveau carbone, il y a des études qui sont faites. En tout cas, nous, quand on a des demandes de rénovation de bâtiments, c'est une demande qu'on a régulièrement. Quand le client se pose la question de rénover ou de démolir et de faire du neuf, nous, on réalise en interne des analyses du cycle de vie et on essaye de voir en termes de carbone ce que ça apporte. Et puis, effectivement, on essaye de regarder dans des démarches globales de déconstruction, réutilisation, donc d'économie circulaire, ou alors de conservation de l'existant et de rénovation. Après, à mon sens, il n'y a pas vraiment de référentiel ou de label, en tout cas, je ne connais pas, qui compare les deux. Voilà, je pense que l'enjeu, il se situe surtout au niveau carbone. Il peut se situer aussi au niveau imperméabilisation des sols, parce que finalement, de réutiliser une partie qui est déjà imperméabilisée, c'est mieux pour la biodiversité, parce qu'elle est potentiellement préservée de l'autre côté. Donc voilà, les enjeux, pour moi, ils sont plutôt de ce côté-là. Et au-delà du coût, en fait, on n'a pas forcément le même objet final. C'est-à-dire que nous, le projet sur lequel on a travaillé là de Comble-la-Ville, effectivement, la question, on aurait pu se la poser. Aujourd'hui, on est parti sur une rénovation d'un actif bas carbone, puisqu'en fait, il répondait déjà à certains standards de taille de cellules, de hauteur de bâtiment. En fait, il était assez facile de faire cette transformation énergétique en apportant des nouveaux équipements beaucoup plus performants et en mettant en place du monitoring, plutôt que de le démolir, parce qu'effectivement, l'empreinte carbone est forcément meilleure. La structure, on la conserve, donc c'est là où on va gagner 40 à 50% aussi par rapport à notre bilan carbone. L'imperméabilisation, comme tu le disais, ça paraît évident pour ce qu'on n'y touche pas, mais on se pose la question, c'est à partir du moment où on a un actif qui est transformable, qui peut devenir vertueux, mais qui répond aussi quand même aux normes et des besoins fonctionnels du stockage aujourd'hui,
la réponse paraît presque évidente que la rénovation énergétique s'impose. Maintenant, si vous avez un bâtiment type messagerie qui ne répond pas à des besoins de stockage en hauteur, qui est mal implanté, qui finalement on doit déposer toute la façade et que ça incite à faire beaucoup plus d'infrastructures en termes de rénovation, je pense que là c'est pareil, en termes de la question ne se pose plus, on va s'orienter à mon avis sur un bâtiment neuf par rapport à ça. Et on peut redevenir vertueux parce que là on aura une réflexion de comment recycler les matériaux de ce bâtiment existant. Donc quelque part c'est le bon équilibre entre l'objet final souhaité et le résultat selon si on démolit ou si on reconstruit et comment on gère les déchets, la déconstruction du bâtiment. On a des questions qui sont vraiment très, très pointues. Hein. Non, mais comme quoi, la RSE, c'est très technique. Bah oui. Non, mais c'est vrai, c'est des métiers très techniques. Très variés, très techniques. Eva ? Pensez-vous que la logistique urbaine et les micro-entrepôts puissent devenir des modèles plus durables que les grands pôles périphériques ? Encore une question intéressante. Oui. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout le même avis sur le sujet. Moi, je dirais que c'est complémentaire. Je pense que la logistique urbaine, elle va permettre de développer la mobilité plus durable, les camions électriques, le vélo, etc. Mais qu'on pourra, enfin, je ne pense pas supprimer les entrepôts périphériques. Je pense qu'ils vont être complémentaires. Peut-être que ce qui va se développer, c'est par exemple le train pour relier à ces entrepôts qui sont plus éloignés des centres-villes, etc. Mais pour moi, on a besoin des deux. On ne pourra pas avoir que de la logistique urbaine, notamment des sujets fonciers qui ne vont pas permettre de répondre à tous les besoins. Oui, moi je suis d'accord. Et puis on en a besoin de ces entrepôts non urbains qui vont optimiser en fait les flux. Parce que si on fait tout venir en ville, on n'a aucune optimisation des flux. Donc les plateformes qu'on développe à des échelles régionales elles permettent de la massification pour minimiser les flux. Parce qu'on a beaucoup parlé de nos bâtiments, parce qu'on est tous constructeurs de bâtiments. Mais tous ces bâtiments, c'est du trafic en amont, en aval, qui font partie de toute notre chaîne de valeur. Oui, la massification contribue à réduire les kilomètres parcourus et donc de réduire le CO2. Mais ceci étant, effectivement, je pense qu'il y a une complémentarité nécessaire entre des bâtiments plus petits qui seraient en périphérie des villes et qui empêcheraient les camions, enfin, qui éviteraient en tous les cas aux camions d'entrer dans les agglomérations. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, on ne traite pas ces deux types de bâtiments logistiques de la même façon. Parce qu'effectivement, quand on va être sur des bâtiments vraiment urbains, on va par exemple beaucoup plus penser aux bâtiments multiniveaux et aller chercher de la hauteur parce qu'on a justement, comme tu le disais, une partie foncière qui est très contrainte. Donc on va finalement traiter les enjeux de façon un peu différente. L'intégration dans le paysage, les façades, etc. aussi d'autant plus d'importance. Donc effectivement, en fonction de la typologie de bâtiments logistiques, on va aussi apporter des réponses techniques qui vont être différentes pour que ça s'intègre dans les enjeux spécifiques à l'usage. Très bien. Eva, est-ce qu'on a encore des questions ? Oui, dernière question. Avez-vous des retours d'expérience sur la cohabitation entre zones logistiques et milieux naturels protégés ? De notre côté, je ne vais pas répondre exactement à la question, mais on a sur un de nos sites une compensation, une mesure RC à mettre en place. Et du coup, on a mis en œuvre, sur plusieurs de nos sites d'ailleurs, mis en œuvre différentes actions. Pas uniquement de compensation sur nos sites, mais également à l'extérieur de nos sites. Et on a mis en place une ORE, donc une obligation réelle environnementale, sur 30 ans, où on a intégré un lycée agricole local, qui a permis du coup aussi de sensibiliser les élèves, de les intégrer dans ces démarches environnementales. Voilà, donc je ne réponds pas totalement à la question, mais c'est des enjeux écologiques, biodiversité de nos sites. Et aujourd'hui, on va être confronté à ça pratiquement
de ce que je vois aujourd'hui à travers les fonciers sur lesquels on travaille. Aujourd'hui, ça devient une problématique, on peut dire problématique à l'instant T, parce qu'effectivement, il faut trouver des solutions, mais en tout cas, ça va être un impact qui va être aujourd'hui pris en compte systématiquement sur les projets, on ne peut pas éviter. Et notamment, je trouve que c'est un bon retour aussi, si vous voulez, par rapport à l'impact que l'on peut avoir sur nos grands fonciers, d'avoir ce retour de contribution aussi en termes de compensation, mais toujours de manière très intelligente par rapport par rapport au territoire et à des activités qu'on pourrait faire avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil. C'est des choses auxquelles je pense qu'on va être confronté de plus en plus souvent et sur lesquelles on doit travailler et porter une réflexion aujourd'hui beaucoup plus large en fait, que le foncier aujourd'hui sur lequel on travaille. On doit vraiment élargir notre vision sur la partie environnementale. En vous écoutant, je me dis que vous avez fait, enfin, le secteur a fait énormément de progrès dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a encore des progrès à accomplir ? Et quels sont-ils ? Il y en aura toujours. Il faut justement toujours s'améliorer. Le premier point, je pense qu'on a du travail à faire sur les réglementations et c'est en lien, je dirais, réglementation ICPE et les assurances, parce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux produits qui existent, mais aujourd'hui, les réglementations, elles ne nous permettent pas forcément de les mettre en œuvre. Donc, il faut qu'on arrive à travailler avec le secteur de l'entreprise et des développements de produits pour trouver des produits vertueux qui répondront à la réglementation ICPE. Par exemple, aujourd'hui, en toiture, on n'arrive pas à mettre des isolants qui sont biosourcés sur les entrepôts parce qu'ils n'ont pas une réponse au feu conforme à la réglementation ICPE et aux demandes des pompiers. Et après, on parlait tout à l'heure du dallage bas carbone. Aujourd'hui, il y a des solutions qui commencent à se mettre en place, mais qui ne sont pas encore totalement acceptées. On est sur des nouveaux produits, donc les assureurs ou les investisseurs peuvent être un peu plus frileux, je sais, en tout cas sur les sujets. Donc, on a des progrès à faire là-dessus et c'est un axe de travail. Moi, je dirais, Asna en a parlé, mais c'est la multimodalité et la gestion des flux de nos preneurs. Essayer de développer les plateformes multimodales, de se raccrocher aux plateformes multimodales. Je dirais aussi la donnée environnementale, essayer de l'harmoniser. Donc, on a tous des ACV sur nos projets, mais je pense que elles sont parfois difficilement comparables. Et un sujet qui est assez représentatif aujourd'hui, c'est la parité. C'est de développer la parité dans le monde de l'immobilier logistique. Très bien. Sur la multimodalité, là, je rebondis parce que bon, c'est bien d'avoir des entrepôts multimodaux, mais encore faut-il avoir des trains. Moi, j'aime bien reprendre l'exemple des Brières qui étaient très tôt embranchés fer et bon, pour lesquels les trains ne passent pas non plus tous les jours. Hein. C'est un vrai problème. Ouais. Ça. Oui, très tôt embranché fer et avec des voies de triage et tout ce qu'il faut. Mais en effet, il n'y a pas d'entreprise qui fait du fer aujourd'hui. Donc le fer, c'est un vrai sujet. Mais au-delà du fer, travailler en effet sur le transport et la décarbonation du transport et avoir des stations multi-énergie différentes, voilà, pour avoir une palette de transport qui soit moins carbonée, parce que ça fait partie de notre chaîne de valeur. Et quand on s'implante, on est aussi challengé, alors qu'on n'est pas du tout acteur de ce sujet, mais on est challengé sur ces sujets-là. Stéphanie ? Oui, moi je suis assez confiante parce qu'aujourd'hui la marge de progression elle est encore existante et c'est ce qui nous motive et c'est ce qui nous stimule aussi, hein, sinon je pense qu'on s'en irait vite. Aujourd'hui c'est quand même, je suis assez positive là-dessus et aujourd'hui on a eu quand même beaucoup de réflexions qui étaient plutôt ciblées sur le bâtiment. Donc ça je pense qu'on va continuer à évoluer à travers les produits, les systèmes constructifs. On a commencé à élargir un peu notre vision effectivement à l'échelle de notre foncier avec l'intégration paysagère, l'environnement et toute la partie biodiversité. Et je pense que l'objectif, c'est de réélargir une nouvelle fois encore cette vision. On l'a dit sur les flux amont et aval, avec l'utilisation d'énergie décarbonée, et peut-être aussi une réflexion sur le maillage. Tout à l'heure, on parlait de messagerie de proximité, ou en tout cas de la logistique urbaine, puisque c'est le cas. Je pense qu'effectivement, c'est ce qui permettra de répondre au mieux et de pouvoir positionner au mieux, puisque c'est quand même ce qui est aussi
la donnée première pour qu'un bâtiment logistique fonctionne, c'est qu'on soit bien positionné. Je pense que l'emplacement est vraiment stratégique. Ensuite, on met tous les artifices et tous les procédés qu'on veut pour le rendre vertueux. Mais je pense que le maillage et peut-être réfléchir même un peu plus loin sur notre réflexion de consommation. C'est-à-dire que là, on se positionne en tant que bâtisseur et on connaît un petit peu, enfin en tout cas, on connaît le principe d'implantation de ces bâtiments et leur fonctionnement et les contraintes techniques. Peut-être qu'une fois qu'on se repositionne au niveau consommateur, peut-être qu'effectivement, si on acceptait de ne pas être livré en moins de 24 heures, peut-être que notre chaîne logistique serait aussi un peu différente. Donc, moi, j'ai tendance à prendre un peu, enfin, j'espère qu'on prendra un peu de hauteur justement pour améliorer, en tout cas faire évoluer nos parcs logistiques. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, il y a la prise de hauteur. Pour moi, il y a 2 axes principaux. Le premier, pour rebondir sur la prise de hauteur, est la localisation. Je pense que l'enjeu de biodiversité, il est aujourd'hui... Il commence à être pris en compte, mais qui pourrait être beaucoup plus pris en compte. Le choix du terrain, la gestion justement des espaces naturels, des friches, comment arriver à avoir un bilan financier positif quand on est sur une friche alors qu'il y a des actions supplémentaires à faire. Voilà. Vraiment choisir son terrain pour préserver la biodiversité, mettre un écologue, avoir des préconisations qui ont du sens pour que les solutions techniques permettent de préserver la biodiversité et du coup d'implanter le bâtiment dans son écosystème. Pour moi, c'est un gros axe de progrès avec des cadrages réglementaires qui doivent être plus musclés aussi que ce qu'on a aujourd'hui. Et le deuxième axe, pour moi, c'est vraiment l'axe carbone. C'est celui sur lequel on voit qu'il y a le plus d'attentes. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont des stratégies bas carbone. Mais on voit qu'on a une marge de progression énorme. On devrait être à moins 30% d'ici 2030. On n'y est pas encore. Il y a des matériaux qui sont disponibles, il y a des techniques qui sont disponibles, mais il faut avancer et les généraliser de plus en plus. Je prends un exemple, on parlait des matériaux biosourcés. Les matériaux biosourcés, nous, en moyenne, sur la totalité de nos projets, on a 5 kilos par mètre carré. Or, sur les projets sur lesquels il y a vraiment une démarche d'essayer de les pousser, on peut monter assez facilement au-dessus de 20. Donc en fait, il va falloir justement augmenter la mise en place de tous ces matériaux. Le béton bas carbone, le métal, voilà, ce qui a fait le poids carbone d'un entrepôt logistique, c'est son dallage, sa structure, la couverture. Et sur ces lots-là, il y a des technologies qui sont disponibles, mais qu'il va falloir pousser de plus en plus et implémenter sur chaque bâtiment pour que ça fonctionne. Les coquilles d'huîtres, par exemple. Voilà, par exemple, ça peut aider. Là, on a vu des moquettes avec des filets de pêche, mais avec des filets de pêche recyclés. Exactement. Qui étaient pris en mer. Oui, ça, oui. Même en façade. Pour la moquette, c'est un peu plus compliqué. Non, mais pas la moquette, les filets de pêche pour végétaliser les façades. Oui, non, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'innovations au niveau des matériaux. Je pense qu'on n'est pas arrivé au bout. Donc, Et le levier d'économie circulaire est justement un levier super important à prendre parce qu'il va finalement mêler différents piliers dont on a parlé, l'ancrage territorial, la diminution de l'empreinte carbone, les nouvelles technologies, l'association avec les locaux, etc. Donc ça, c'est aussi une dynamique qui peut nous aider à travailler mieux ensemble et à prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur pour arriver à des solutions qui sont plus vertueuses. D'un point de vue purement financier, est-ce que la prise en compte de ces critères environnementaux donne de la valeur à l'actif immobilier ? Oui. Oui, clairement. Oui, moi, j'ai l'impression qu'on est unanime. Oui, ça donne de la valeur à l'actif. Heureusement d'ailleurs. Comment ? Heureusement d'ailleurs. Oui, ça donne de la valeur à l'actif, ça le différencie par rapport à d'autres actifs. Par exemple, pour un utilisateur, il va pouvoir comparer, choisir, et du coup, cette valeur va potentiellement lui permettre à l'utilisateur de faire ensuite des économies parce qu'il consommera moins d'énergie. Donc, c'est quelque chose qu'on peut calculer pour mettre ça en valeur auprès notamment des utilisateurs. Ouais. C'est aussi un argument qui doit sensibiliser les investisseurs. Oui. J'imagine. Clairement, ils ont des attentes par rapport à ça. Et aujourd'hui, au niveau de la branche asset management, nous justement, on privilégie la création de valeur verte. Alors, ça peut paraître un peu marketing, mais en tout cas, c'est quand même ce que l'on fait et ce qu'attendent nos investisseurs quand on nous demande de gérer leurs bâtiments. Aujourd'hui, des bâtiments qui datent des années 90 ou 2000, forcément qu'une mise à niveau est nécessaire, mais elle est nécessaire aussi
aussi pour devenir une offre plus attractive au niveau des utilisateurs et des preneurs. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un des principaux challenges qu'il faut effectivement, en tout cas sur le parc existant, parce que je pense qu'on est à peu près à 70% là, des bâtiments de parcs logistiques qui ont plus de 20 ans. Donc je pense qu'effectivement, cette massification de rénovation énergétique, elle a une vraie valeur ajoutée pour nos investisseurs et elle est nécessaire. Et elle est au bénéfice aussi des utilisateurs parce que ça devient un bâtiment plus attractif qui est forcément utilisé et donc tout le monde, enfin la chaîne de valeur du coup est encore de nouveau bouclée. Les bâtiments sont pleins, utilisés et sont vertueux. Donc je pense que c'est dans ce sens-là. Ça a un impact sur les loyers quand un bâtiment correspond justement à tous ces critères, est certifié. Est-ce que les utilisateurs veulent quand même des loyers de marché. mais oui, il faut arriver à... C'est tout l'enjeu, c'est d'arriver à expliquer les choses en coût global. Et comme le disait Mélanie, un bâtiment qui est bien conçu, il va moins consommer. Ouais. Donc, Alors, il y a des prêts aussi consentis par les banques qui sont les prêts à impact et qui prennent en compte aussi ces éléments-là. Asna, nous, on en a mis en place un certain nombre chez Barjane, en effet. Depuis plusieurs années maintenant, on a décidé d'avoir des prêts à impact de façon systématique sur notre activité. Comment ça fonctionne alors ? En fait, c'est un prêt on négocie un taux pour un prêt, et ce prêt, en fonction de critères RSE qu'on définit avec la banque, peut être bonifié ou au contraire avoir un malus en fonction du respect ou non des critères qui ont été définis. D'accord. Et ces critères, ça dépend des banques. Alors nous, le sujet chez Barjane, c'est qu'en effet, on a plusieurs prêts à impact et que du coup, pour l'instant, on a des critères différents selon les prêts à impact. Donc, c'est un certain challenge d'avoir à piloter un certain nombre de données extra-financières, mais l'avantage, c'est qu'on touche du doigt le sujet dont on parlait, qui est est-ce que ça coûte plus cher ? Quel est l'impact financier ? Quelque chose qu'on a toujours eu du mal finalement à vraiment évaluer, à vraiment modéliser, à se dire c'est quand même dans notre ADN, etc. Là, on a sur une partie, en tout cas, on sait c'est mieux, c'est moins bien. Vis-à-vis du marché de l'immobilier, et le CIMI va bientôt avoir lieu pour de Versailles, est-ce que l'immobilier logistique représente encore un petit peu, j'allais dire le vilain petit canard dans le paysage de l'immobilier, ou est-ce qu'au contraire, justement, cette démarche environnementale qui est mise de plus en plus, qui se généralise un petit peu, on le voit aujourd'hui, montre que l'immobilier logistique est en quelque sorte un petit peu à l'avant-garde de ces sujets-là. À l'avant-garde, je ne sais pas, mais l'immobilier logistique a toujours été le parent pauvre du secteur de l'immobilier tertiaire, et je trouve que c'est de moins en moins le cas. Moi, je trouve qu'il y a une vraie évolution sur ces sujets-là, avec des bâtiments de plus en plus esthétiques, de mieux en mieux intégrés, de plus en plus performants, de plus en plus visibles aussi. Et en tout cas... nous, on a toujours eu à cœur de dire les gens qui travaillent, parce que c'est quand même des centaines de collaborateurs sur nos sites, on a tendance à l'oublier, mais on a quand même des centaines de gens qui viennent tous les matins dans nos bâtiments pour travailler. Il n'y a pas de raison que le plot de bureau de ce bâtiment soit moins agréable à vivre, moins attractif, qu'il offre moins d'avantages qu'un bâtiment de bureau. Et ça, il y a eu une vraie évolution, je trouve, depuis ces dernières années. Pardon. Oui. Je disais que, ce que je retiens de ça, c'est effectivement qu'on est passé d'une plateforme logistique technique à plutôt une plateforme innovante, environnementale et en espace de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vraie évolution par rapport au parc logistique. Il suffit de regarder ce qui se faisait il y a quelques années. Aujourd'hui, le parc logistique ne ressemble plus à celui d'hier. Et c'est effectivement... grâce à la réglementation, grâce aux chartes qui ont été mises en place aussi, et tout le travail qui a été fait côté Afilog, qui nous a insufflé justement cette volonté de transformation. Donc, des parents pauvres, aujourd'hui, je ne suis pas certaine, en tout cas, on ne se sent pas autour de la table, je ne pense pas qu'on se sente concerné par ce point. Marion ? Je pense qu'autour de la table, on représente quand même des entreprises, quasiment toutes sociétés à mission. Il reste quand même des entreprises à convaincre en logistique qui suivent bien sûr le pas des réglementations qui évoluent, de nos cahiers des charges qui évoluent.
Mais c'est aussi tout un accompagnement sur différents partenaires à continuer, qu'il faut continuer. Parce que c'est vraiment un projet, un entrepôt responsable. C'est un projet commun et collectif. Donc il ne suffit pas que Arifim soit société à mission pour que le projet soit responsable. Il faut vraiment que toute la chaîne de valeur en soit convaincue. Voilà. En fait, vous êtes en train de nous dire que aujourd'hui, on avait vraiment ce qu'il y a de meilleur en matière de responsable autour de la table. Pas le contraire. Ben, je souscris complètement à ça. En tous les cas, merci beaucoup pour ce débat passionnant, très intéressant et très instructif. Merci à vous de l'avoir suivi et puis à très bientôt pour une nouvelle table ronde des mercredis de la Supply Chain.